Nous sommes implantés dans le sud, dans le Grand Sud, où nous avons 3 agences. Donc, notre siège est à Mélan, à côté de Grenoble, pour ceux qui ne connaissent pas. Notre deuxième centre est à Moirans, toujours aux alentours de Grenoble, mais un peu plus au nord. Et vous l'aurez deviné, la troisième agence est à Sophia Antipolis. Donc, nous proposons des formations sur de nombreux sujets, notamment en développement programmation. Voilà. Non, ça va, je crois qu'il y avait un souci sur mon son. Sur la sécurité informatique, l'administration des systèmes, la gestion des bases de données, l'intelligence artificielle, enfin voilà, tout, partout où on trouve aujourd'hui des ordinateurs. Donc, tous ces sujets évoluant rapidement et souvent, nous avons décidé, pour répondre à des questions qu'on pouvait avoir et puis apporter des informations ciblées, de mettre en place des webinars. Donc, chaque mois, depuis fin 2020 maintenant, nous proposons des thématiques différentes. On a déjà traité de l'introduction au machine learning, de la BI dans Excel, et de nombreux autres sujets vont être abordés dans les mois à venir. Donc, cela étant dit, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, pendant 45 minutes, Dominique va vous présenter Jakarta et ses avantages. Nous aurons ensuite un temps pour répondre à vos questions. Et pour éviter de se couper la parole, on vous propose de nous envoyer vos questions par chat pendant ou après la présentation. Nous les compilerons et Dominique y répondra. Enfin, pour que tout se passe le mieux possible, nous vous demandons de couper vos micros. Et comme de nombreuses personnes n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, même si la visio permet de simplifier les choses, les emplois du temps étant tels qu'on n'est pas toujours disponible, la présentation va être enregistrée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je laisse la parole à Dominique et je vous souhaite une bonne présentation. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Donc, ça va se passer comment? Donc, je vais procéder en différentes parties. D'abord, ce que je vais commencer, c'est par revenir un petit peu sur différents points d'historique sur ce qui s'est passé au niveau de la plateforme Java. Donc, effectivement, Java existe depuis pas mal de temps. On a le Java SE, le Standard Edition, et on a aussi le Java EE qui, jusqu'à présent, était maintenu par Oracle. Bon, il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps et on est arrivé à migrer cette fameuse plateforme Java EE vers Jakarta EE. Et donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé durant ces quelques étapes. Une fois qu'on aura vu ça, après, je voudrais vous parler de ce qu'on a déjà en termes de serveurs qui implémentent à ce jour Jakarta EE et puis éventuellement les futurs serveurs qui vont venir prochainement. Une fois qu'on aura vu ça, il va falloir qu'on parle d'un sujet un peu particulier, mais si on souhaite migrer nos applications Java EE, on a eu des ruptures de compatibilité à certains niveaux. Il va donc falloir procéder à des changements sur vos codes, et donc je voudrais voir un petit peu les différentes possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir réaliser ces changements de pactage. Ensuite, je présenterai un petit peu rapidement les principales API qui sont proposées au niveau de la plateforme Jakarta EE ou anciennement Java EE. Et puis, on essaiera de voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur sur cette plateforme, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues déjà pour le moyen terme. Donc, première partie, déjà, essayer de voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé avec cette migration de Java EE 8 vers Jakarta EE. Des années que Java existe. Java existe depuis 95, plus précisément depuis fin 95. Et assez rapidement, on a eu donc 3 grosses plateformes Java qui ont été définies. Je vais un petit peu m'appuyer rapidement sur quelques sites web juste pour rappeler des petites choses. Mais si je vais sur un site qui s'appelle jcp.org, c'est le Java Community Process. On s'aperçoit effectivement que Java est défini en différentes plateformes, et donc on y retrouve le fameux Java SE, le Java EE
et le Java ME. Alors, en quelques mots, le Java SE, c'est le Standard Edition, c'est le strict minimum requis pour pouvoir exécuter un programme Java. D'accord? C'est ce qu'on appelle plus généralement la JVM. Je suis certain que ça parle à quasiment tout le monde. On a ensuite le Java EE, donc c'est pour tout ce qui est application web d'entreprise. D'accord? Donc c'est tout ce qui est développement d'applications web, avec tous les services qu'on peut vous offrir sur la sécurité, la persistance aux données, la gestion des transactions et ce genre de choses-là. Et on avait une dernière plateforme pour tout ce qui était système embarqué, c'était la Micro Edition. Elle est complètement hors sujet par rapport au débat de ce soir, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Très bien. Donc ces plateformes, ça fait à peu près 20 ans qu'elles sont en place et elles ont évolué régulièrement jusqu'à nos jours. Jusqu'à arriver à quand? Jusqu'à arriver à septembre 2017. À partir de là, les choses ont commencé à être un petit peu changées et l'écosystème Java, comme je le marque, a été un petit peu secoué. Pourquoi? Parce que Oracle a décidé de changer un petit peu un certain nombre de points, et notamment en premier lieu déjà les contrats de licence sur l'environnement d'exécution. Si on considère le Java SE, depuis que la version 9 est sortie, on a maintenant droit à ce petit cartouche. Regardez, je vais sur le site officiel Oracle, je cherche à télécharger la version officielle et ils insistent bien jusqu'à encore aujourd'hui sur des changements au niveau des contrats de licence. Et donc, pour faire simple, pour un petit peu simplifier les choses, pour caricaturer, ça reste gratuit, sauf les mises à jour. Si vous voulez pouvoir profiter des mises à jour sur les anciennes versions de Java SE, il faudra acquérir un contrat de licence commerciale. Pour ceux qui ne nécessitent pas d'avoir des mises à jour, on vous dit qu'il reste néanmoins des versions gratuites, d'accord, en utilisant OpenJDK. Donc vous avez ici les liens pour pouvoir aller télécharger OpenJDK. On reste sur un site qui est managé par Oracle, mais ça c'est la version, on va dire, communautaire et gratuite. Par contre, il n'y a pas de patch correctif sur les versions de Java qui sont ici, d'accord. Si vous voulez être mis à jour, il faudra prendre la suivante, d'accord. Donc la prochaine étant la 16, qui est déjà en cours de développement. Donc on a eu des changements au niveau des contrats de licence et on est parti sur une idée. On va avoir une version tous les 6 mois. Donc le Java SE depuis 2017, tous les 6 mois maintenant, on a une nouvelle version. Et toutes les 3 versions, on a une version majeure, dite LTS, Long Time Support. D'accord. À ce moment-là, on a défini la version 8 comme étant une LTS. Donc l'ancien Java SE 8, je parle bien du Standard Edition, avait été défini comme étant une version Long Time Support, donc avec des patchs correctifs. La 9 et la 10 sont des versions intermédiaires pour arriver à la 11, qui est de nouveau une LTS. Vous l'aurez compris, la 14 est une autre LTS, et puis la prochaine sera la version Java SE 17. Donc ça, c'est déjà un premier changement. Donc faites attention à quand vous utilisez un environnement d'exécution Java. Selon où vous l'avez téléchargé, vous seriez normalement censé acquérir un contrat de licence, le cas échéant. Et ça, c'est vrai que ça a changé pas mal la donne par rapport à ce qui se faisait avant. Juste pour information, en même temps, il faut savoir que IBM a plutôt procédé à un déplacement dans un sens inverse. C'est-à-dire qu'avant, on avait la JVM IBM J9. C'était la JVM qui était notamment fournie avec les systèmes, les serveurs d'application de type WebSphere. Certains d'entre vous les utilisent, je crois, parmi vous. Et ces JVM, jusqu'à présent, elles étaient soumises à licence commerciale et elles étaient payantes. Entre-temps, on a fait complètement machine inverse au niveau d'IBM. On a open sourcé le projet, c'est devenu OpenJ9. Et le projet a été transféré à la fondation Eclipse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OpenJ9, pouvez directement le télécharger sur le site d'Eclipse. Regardez, là, je vais procéder sur eclipse.org. Je vais aller rechercher dans les projets. Je vais taper OpenJ9. Et donc, vous pouvez télécharger la JVM directement à ce niveau-là. Donc, il faut savoir qu'il y a une autre JVM qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous si vous ne voulez plus utiliser celle d'Oracle. Bon. N'oubliez pas, on a quand même OpenJDK qui marche très bien, j'insiste. Bon, déjà, il s'est passé des petites choses au niveau des environnements d'exécution à proprement parler. Le JCP. Alors, le JCP, c'est l'organisme communautaire qui permet de définir les évolutions de Java. Jusqu'à présent, c'était donc lui
qui définissait les différentes spécifications. Tout à l'heure, j'étais sur le site, hein, on avait toutes les spécifications qui étaient définies ici par plateforme. Et on avait notamment la dernière en date pour le Java SE15. Par exemple, c'est la JSR 390, c'est des documents techniques, je passe le contenu de ce document-là, mais on spécifie le périmètre de cette version. Donc l'environnement d'exécution Java, il a pas mal évolué, vous avez ici tout un lot de nouveautés qui sont arrivées avec cette version 15. En termes de JSR, on avait aussi une JSR sur Java EE8, donc sur la version d'entreprise, qui était utilisée pour vos développements web. D'accord, c'était la JSR 366 qui a défini le périmètre de cette plateforme-là, qui est restée importante pendant quelques années. Parfait. Entre-temps, donc, depuis cette époque-là, donc, il y a eu quelques versions du Java SE qui sont apparues. Hein. Aujourd'hui, on est à la 15, donc entre la 8 et la 15, il y a eu quelques versions. Ces versions n'ont pas été neutres. Je sais que pas mal d'entre vous continuent à développer avec des versions de Java SE 8 assez souvent, voire même des fois des versions antérieures. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur l'environnement d'exécution. Le Java SE 9 a apporté un nouveau concept de module qui est très sympathique et qui permet de pouvoir déployer plus facilement des parties de librairie plus ou moins sophistiquées, importantes. Il faut savoir que ces modules, on peut les compiler directement en code natif, donc il y a plein de possibilités qui n'étaient pas trop dans la philosophie Java, qui ont intégré la plateforme Java SE. Ensuite, on a eu Java SE 10, avec notamment l'ajout de l'autotypage. Très intéressant, ça simplifie considérablement les écritures de vos lignes de code, il y a des choses qui sont assez sympathiques à ce niveau-là. On a eu la version Java SE 11, et là, j'ai envie de dire un mini-drame. Cette version-là, elle va nous poser d'énormes problèmes, si elle ne vous les a pas déjà posés. Je m'explique. Si on regarde un petit peu sur Internet Java SE 11, et si on tape en plus de ça Removed API, on va s'apercevoir que, contrairement à ce qui s'est passé pendant quasiment 20 ans, on a eu un petit schisme avec cette version 11. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les librairies qui étaient devenues un petit peu obsolètes, elles étaient dépréciées, mais elles restaient dans l'environnement Java. Donc elles étaient toujours utilisables et vous pouviez continuer à travailler avec. Bon, il était fortement recommandé de migrer sur les nouvelles librairies, mais pour autant, il n'y avait pas de rupture de compatibilité dans vos programmes. Ça vient de changer avec la version du Java SE 11. En gros, il y a eu tout un ensemble d'API qui ont été clairement retirés. Et le problème de certaines de ces API, c'est qu'elles étaient quand même relativement importantes. Il y en a qui étaient largement secondaires, je passe, notamment l'outil pour la lecture des applets, les applets étant dépréciés depuis maintenant des années, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui va le plus nous poser problème. Par contre, à côté de ça, on avait des librairies comme par exemple JAXB. Je suis certain que certains d'entre vous l'utilisent. C'est la librairie qui permet de faire du mapping entre le monde XML et vos objets en mémoire. Et on peut donc charger et décharger des données dans vos objets directement à partir de vos flux XML. Cette librairie, plein de sociétés, plein de gens l'ont utilisée. Elle a été sortie du Java SE. Dans le même ordre d'idée, il y avait toute une partie par rapport aux web services de type SOAP. Il y avait toute la partie cliente qui, depuis des années, était intégrée au Java SE. Elle a été purement et simplement retirée. Il y a toutes les API Corba qui ont été supprimées. Il y a plein d'autres API que je pourrais citer qui ont été retirées aussi du Java SE. Et du coup, si vous développez des applications qui utilisent ces librairies-là, le fait de changer de version nécessite à revoir malgré tout vos processus de build, parce que maintenant, il faudra aller tirer éventuellement ces librairies-là de manière autonome. Ce sont devenus des projets autonomes. Donc, il faudra certainement revoir vos scripts Maven pour la gestion des dépendances, étant donné que les choses ont été déportées. Petit clin d'œil, ça ne nous intéresse pas forcément par rapport au vif du sujet, mais la librairie JavaFX, qui était le remplaçant de Swing pour tout ce qui est client lourd, lui aussi avait été intégré au niveau du Java SE 8. Il est redevenu un projet autonome à partir du Java SE 11. Donc cette version-là, petit chamboulement, il y a plein de choses qui ont été retirées de l'environnement d'exécution. Tous ceux qui vont utiliser ces librairies-là vont devoir gérer cette difficulté.
Puis par la suite, il y a eu d'autres versions, la 12, la 13, la 14 et la 15, qui ont rajouté leur lot de nouveautés. On a un nouveau switch qui est super intéressant à utiliser. Je suis devenu un fan absolu de cette nouvelle construction. On a la notion de chaîne multiligne, on a des nouveaux objets, des nouvelles manières de définir des classes et des objets, mais simplifiés. Pour tous ceux qui avaient peut-être utilisé le projet Lombok, je ne sais pas si ça vous parle. C'est ce qui permet de simplifier l'écriture des getters et des setters pour des classes assez basiques, on dira. Maintenant, on a des constructions natives dans le langage, ce qu'on appelle les records. Il y a des notions de classes scellées, c'est-à-dire ce sont des classes pour lesquelles on peut contrôler qui aura l'autorisation d'en dériver. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été intégrées au niveau du langage. Outre la syntaxe du langage qui a changé avec ce Java SE, vous avez aussi eu toutes les librairies qui ont évolué et des classes aussi basiques que la classe string qui permet de manipuler nos chaînes de caractères. Elle-même, elle a pas mal évolué et s'est vue adjoindre plein de nouvelles méthodes au travers de ces versions. Donc le Java SE a pas mal évolué. Il y a eu une grosse rupture au niveau du Java SE 11, étant donné qu'on nous a retiré un certain nombre d'API. Et Dominique, oui. Excuse-moi, je te coupe une seconde. Il y a quelqu'un en salle d'attente que je n'arrive pas à faire rentrer. Est-ce que tu peux essayer? Alors, je regarde de suite. Moi, je ne le vois pas. Ah bah alors, c'est un problème chez moi. Ok, bon bah alors c'est parfait. Moi non plus, pour info. Désolé. Bon, et ben alors parfait. Et ben continue. Donc je continue. Donc voilà, donc il y a eu pas mal d'évolutions donc au niveau de l'environnement d'exécution de base, le fameux Java SE. Alors maintenant, parlons plus précisément de ce qui nous intéresse, le Java EE. Donc le Java EE, c'est la plateforme qui en vérité est une couche qui vient se greffer par-dessus le Java SE et qui permet le développement de nos applications web en Java. D'accord, vous y retrouvez un certain nombre d'API, par exemple les servlets, les JSP, les JSF. Je suis certain que plein d'API sont bien connus de vous, JPA par exemple, les EJB et ainsi de suite. Bon, il faut savoir que la version 8 du Java EE a été officialisée le 22 septembre 2017, donc vous voyez à peu près à la même époque des changements là, qui ont été opérés au niveau du Java SE. Donc cette version est annoncée. Vous avez ici un petit document que j'ai récupéré sur Internet, mais qui nous montre les différentes API, les principales API qui constituent donc la plateforme. Très bien, cette plateforme est orientée cloud, microservices, et bien entendu, continue à faire fonctionner toutes les applications précédentes qu'on avait pu développer. Sauf que, dans la foulée, ça a été fait le lendemain en vérité, ils ont indiqué officiellement, l'annonce avait déjà été faite, il y avait déjà des personnes qui étaient au courant de cette annonce-là, mais elle a été officiellement faite le lendemain. Oracle a indiqué qu'il souhaitait se désengager de la responsabilité de leads, de leader au niveau de la spécification Java EE. Regardez, je reviens 3 secondes. Au niveau du JCP, je vous avais parlé des fameuses spécifications. Une spécification que j'aime beaucoup, c'est la JSR 220. Elle est en lien avec le modèle JB3 et les composants d'accès aux bases de données avec l'API JPA. Donc c'était une JSR qui, en son temps, a été extrêmement intéressante. Pourquoi j'ai choisi cette JSR-là? Parce que, j'ai envie de dire, elle envoie du lourd. Vous retrouvez ici toutes les personnes ou toutes les sociétés qui ont participé à l'élaboration de cette spécification. Ce qu'on retrouve toujours en haut, c'est le leads au niveau de la spécification. Jusqu'à présent, Oracle était leads, était chef de projet, on va dire, aussi bien sur le Java SE que sur le Java EE et le Java ME. Et pareil sur toutes les sous-spécifications de chacune de ces plateformes. Néanmoins, ils ne travaillaient pas seuls. Les personnes qui ont spécifié la JSR 220, il y avait des personnes qui travaillaient chez Google, chez BEA, chez Oracle, chez Red Hat, chez SAP, chez IBM. Vous voyez, là, on en voit quand même du lourd, comme je disais tout à l'heure. On a un grand nombre de sociétés importantes qui ont participé à l'élaboration de cette spécification. Bon, en gros, Oracle veut abandonner sa position de leader au niveau de Java EE et a indiqué qu'il souhaitait transférer l'intégralité du projet à un éventuel repreneur. À partir de là, il y a pas mal d'entités qui se sont proposées pour pouvoir récupérer éventuellement le projet. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est Eclipse, c'est la fondation Eclipse qui a été retenue pour récupérer le projet. Donc en octobre 2017, Oracle annonce officiellement que c'est la fondation Eclipse qui va récupérer le projet. À partir de là, s'est engagée toute une phase de transition des différents projets.
Et donc, tous les codes qu'on retrouvait sur le site java.net. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Sur java.net, on y retrouvait notamment tous les projets qui faisaient tourner la plateforme. Alors, on y retrouvait fatalement les JDK. Oui, c'est JDK, excusez-moi, .java.net. Donc, on y retrouvait le JDK, mais on y retrouvait aussi tous les anciens projets tels que Glassfish, le serveur d'application d'Oracle. On y retrouvait tous les projets comme Metro, Morara, je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent, c'est toutes les implémentations de référence. En gros, c'était les implémentations par Oracle des différentes API de la plateforme. Toutes ces API-là, il y avait un moteur qui est implémenté chacune de ces librairies. Ce moteur a été qualifié de Reference Implementation et il était la plupart du temps propriété d'Oracle. Bon, Oracle a transféré tout ça, notamment tous les projets ont basculé sur GitHub. Aujourd'hui, tous les codes sont sur les serveurs de GitHub et ils ont transféré donc tout le reste au niveau de la plateforme de la fondation Eclipse. Et notamment le projet Glassfish. Regardez, si je reviens sur le serveur Glassfish au niveau du serveur d'Eclipse, par exemple ici. Maintenant, si vous venez à ce niveau-là et que vous recherchez Glassfish, effectivement, ça répond. Vous avez quoi? Vous avez le serveur d'application, mais bon, il a changé de nom, c'est plus Oracle Glassfish, maintenant c'est Eclipse Glassfish. Et puis vous retrouvez aussi des outils de migration, pas de migration, mais des outils d'intégration, excusez-moi, de Glassfish au sein de l'atelier de développement Eclipse. Bon, il y a quelques autres outils qui étaient intéressants. Là, j'ai envie de parler aussi de Jersey. Jersey, c'était le RI à l'époque pour toute la spécification des web services de type REST. D'accord? Donc ça aussi, à la base, Jersey, c'était propriété de Oracle. Bon, tout ça, ça a été transféré, et donc c'est la fondation Eclipse qui a récupéré les projets, et les codes sources ont été mis sur GitHub. Bon, jusque-là, ça va encore. Eclipse a lancé un projet. À l'époque, ils ne savaient pas encore exactement où ils allaient au niveau des noms. Donc, il y a eu un projet qui était Enterprise Edition for Java. C'est l'équipe qui a récupéré tous les projets et qui a commencé à opérer la phase de migration. Sauf que, entre-temps, il se passe une première grosse blague. Oracle a demandé expressément à la fondation Eclipse de ne plus utiliser le terme de Java, parce que Java est une marque déposée qui est propriété intellectuelle de Oracle. Donc Oracle a souhaité à ce que la plateforme Java EE change de nom. C'est pour ça qu'on parle de Java EE8 et puis maintenant de Jakarta EE9, c'est lié à ce changement-là. Il a fallu trouver un autre nom. Alors c'est vrai que c'était pas si gênant que ça, parce que de toute façon, même Java EE8, personne ne le disait. Je suis certain que parmi vous, regardez, je vais m'appuyer sur Wikipédia, là je vais taper Java EE, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, les gens continuent à l'appeler J2EE, mais ça c'est un nom qui est déjà obsolète depuis la version 5 de Java. D'accord? Mais c'est vrai que tout le monde continue à parler de J2E, excusez-moi. Et donc, bon, J2E pour Java EE, ça allait très bien. Donc, il a fallu trouver un autre nom. Vous l'avez compris, ils ont essayé de chercher un nom qui n'allait pas trop changer nos habitudes. Et si on continue à dire J2E, il fallait que ça puisse passer à peu près. D'où le fameux nom de Jakarta EE. Alors, attention, quand on parle de Jakarta EE, il ne faut pas confondre le nom du projet actuel avec l'ancien projet Jakarta Apache. Ça, c'était l'équipe de développement qui était derrière Tomcat, et ils avaient un ancien projet aussi qui s'appelait Jakarta. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes époques, ni même les mêmes équipes. Petit point de détail. Du coup, ce changement de nom, il a aussi pas mal d'implications. Il y a pas mal d'API au niveau de Java EE, j'ai remis ici les noms des API, qui avaient des J, notamment les Enterprise Java Bean ou Java Persistence API, le fameux JPA que tout le monde doit connaître. Bon, ces noms-là, en gros, ils doivent changer. Donc, exit les EJB, JPA, JAXRS et ainsi de suite, et il a fallu trouver des nouveaux noms. Donc, on se doute, tout va se décliner autour de Jakarta. Donc, on va avoir les Jakarta Enterprise Bean, on va avoir Jakarta Persistence et quelques autres noms qui vont faire leur apparition. Mais donc, les librairies et les spécifications changent de nom. Voilà. Sauf que, entre-temps, on a eu une version, donc Jakarta EE8.
cette version a marqué la fin de la prise en main des différents projets par les équipes Eclipse. C'est-à-dire qu'elle a marqué le fait que Eclipse était en mesure de récupérer donc, les 10 projets, de les recompiler, en tout cas pour ce qui était projet d'implémentation, et de redéployer soit des logiciels, soit des spécifications, de produire les Javadoc, et ainsi de suite. Par contre, Java EE8 et Jakarta EE8, il n'y a aucun écart fonctionnel. C'est-à-dire que ça reste exactement le même périmètre, c'est les mêmes noms de pactage, c'est les mêmes noms de librairies, c'était à peu près la même chose. Donc, impeccable. Par contre, il y a le deuxième effet qui se coule qui arrive. Le deuxième effet qui se coule, c'est Oracle qui revient auprès de la fondation Eclipse et qui leur dit « On a oublié de vous dire un truc. On souhaiterait aussi que vous n'utilisiez plus les systèmes de packaging JavaX. quelque chose. » Vous le savez, vous avez l'habitude d'utiliser ça. Si je reprends les documentations officielles de la plateforme Java EE, toute la plateforme Java EE était estampillée JavaX. quelque chose. D'accord? On y retrouve quoi? JavaX.ejb, JavaX.faces pour les JSF, JavaX.persistence pour JPA, JavaX.servlet pour les servlets, les JSP et ainsi de suite. Donc on retrouve ici tous les pactages historiques qu'on a eu l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Bon, Oracle a souhaité à ce que Jakarta ne puisse plus exploiter Java ou JavaX comme préfixe de package. En gros, ces préfixes sont réservés au code proposé, aux spécifications proposées directement par Oracle. Donc, on a demandé à Eclipse et à Jakarta de trouver une solution par rapport à cette problématique-là. Et cette problématique-là, elle n'est pas complètement neutre. Parmi vous, certains ont des projets qui ont des tailles relativement importantes. Des fois, j'ai certains projets en tête où on peut chiffrer en millions de lignes de code. Et si vous me dites que votre projet est de 1 million de lignes de code, il faut revoir tout le système de packaging, ce n'est pas complètement neutre. D'accord, tous les imports, ils sont à revoir. Si jamais il y a des chaînes de caractères dans des fichiers de configuration, je pense au descripteur de déploiement XML, il va falloir aussi retoucher toutes ces chaînes. Donc, il va y avoir une phase de migration de tous vos projets. Bon, grosso modo, de toute façon, la fondation Eclipse a essayé, elle a essayé de lutter un petit peu contre ce choix-là, mais en gros, c'était pas possible de conserver les espaces les noms de pactage. Et donc, au final, il a été décidé de migrer toute la plateforme Java EE vers un nouveau système de packaging qui est Jakarta. Et puis derrière, les différentes API qu'on connaît, l'ancien EJB. Alors là, c'est dommage, mais on n'a pas changé le nom, mais en tout cas, elle ne s'appelle plus EJB, la librairie. Vous retrouvez ici jakarta.json, par exemple, et jakarta.faces pour JSF, jakarta.persistence pour l'API de persistance. Donc, on retrouve ici tous les nouveaux pactages qu'on va devoir utiliser. Vous comprenez que ce petit changement-là, il va avoir des impacts sur vos codes existants. Il va falloir revoir un petit peu nos codes. Du coup, monsieur Mike Milinkovic, en gros, c'est le directeur général de la Fondation Eclipse. Pardon? J'ai cru qu'il y avait un écho. Donc ce monsieur, en tout cas, donc directeur général de la Fondation Eclipse, il a qualifié du coup cette version de Jakarta 9 de version forcée. En VO, Constraint Release. En gros, ils sont obligés de passer le cap sur la nouvelle mouture de tout le système de packaging. Et pour eux, ça a été un très très gros challenge. Ça a été un gros projet. Initialement, il y avait une certaine durée qui avait été octroyée au projet pour pouvoir faire la migration de JavaX vers Jakarta. Dans les faits, ça a pris plus de temps que prévu. D'accord. Normalement, un Jakarta EE9 était prévu mi-2020. Il est sorti officiellement en décembre 2020. Donc, il y a eu un petit retard. Donc, cette partie-là a pris plus de temps que prévu. Il y avait un deuxième objectif qui était visé par Jakarta EE9. C'était d'assurer la migration sur Java SE 11 et supérieur. Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a eu des suppressions d'API. D'accord. En vérité, pour être un petit peu plus précis, les API qui ont été supprimées du Java SE, c'était celles qui plus ou moins étaient un peu en lien avec le Java EE. C'était des API un petit peu passerelles.
d'accord, notamment par rapport au web service SOAP ou par exemple par rapport à JAXB pour les mappings XML. Et donc du coup, comme tout ça n'existe plus dans les nouvelles versions de Java, il fallait revoir complètement la plateforme Java EE pour faire en sorte d'y réincorporer ces librairies. L'idée, c'est que tout ce qui a été expulsé du Java SE, ça a été rendu public, ce sont des projets open source, et on va faire en sorte que ça réintègre directement Jakarta EE9. Donc, ce n'est pas forcément catastrophique de suite pour nous. Ces librairies-là, on ne les a pas définitivement perdues. On va les récupérer dans Jakarta. D'accord. Si je descends un petit peu sur tout ce qui est XML, vous avez jakarta.xml.bind. Ça, ce sont les librairies pour JAXB. Elles ont été intégrées maintenant directement dans la plateforme Java EE. Le souci qu'on a eu à ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à finir dans les temps la migration de Jakarta pour cette plateforme Java SE11. Donc dans les faits, actuellement, la version qui nous est livrée de Jakarta 9 prend acte du changement de packaging, mais par contre requiert toujours un Java SE8 pour fonctionner dans l'état actuel des choses. D'accord. Donc à terme, on va retrouver nos librairies, mais il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, un Java SE8 est encore requis. À terme, on devrait pouvoir s'en passer. Il faut savoir, j'en parle un petit peu plus tard, mais je vous en touche quelques mots dès à présent. La version Java SE11 sera a priori supportée par Jakarta EE 9.1, qui est censé arriver dans le trimestre en cours. Donc, normalement, fin mars, si tout se passe bien, on devrait avoir la 9.1, qui est la finalisation de cette livraison de Jakarta EE9 et avec le support sur les versions modernes de Java. On va en reparler tout à l'heure. Dans la foulée, Jakarta EE est sorti du giron du JCP. Tout à l'heure, je vous parlais du fameux JCP, le Java Community Process. Si je reviens sur le jcp.org, excusez-moi, j'ai commis une petite erreur à ce niveau-là. Si vous tapez donc Java EE8, pas de souci, ça répond. On a bien la dernière JSR qui avait été promulguée à l'époque. Si vous tapez Jakarta EE, tout ce qu'on voit, c'est du Java EE. D'accord. Donc, le projet Eclipse est sorti du giron du JCP et en gros, maintenant par rapport au processus de certification des spécifications, on a un nouveau process qui ne sera plus géré par le JCP mais qui sera géré par la fondation Eclipse. Ce que ça va changer, c'est qu'au lieu d'être piloté par les spécifications, on va surtout être piloté par les livrables, par les différentes implémentations de référence. Alors, les implémentations de référence, c'est l'ancien nom. Maintenant, on va parler de CI, de Compatible Implementation, mais qui sont en gros les implémentations proposées par la fondation Eclipse pour implémenter les différentes API de la plateforme Jakarta, excusez-moi. Voilà, on conserve la notion de TCK, le Test Compatibility Kit, qui est en gros tout un ensemble de tests pour valider qu'une implémentation est compatible par rapport aux spécifications. Ça reste à peu près à l'identique. Et puis, tous les membres de la fondation Eclipse devront voter les nouvelles versions des spécifications. Ça ne change pas grand-chose parce que pour être clair, net et précis, si vous regardez au niveau d'Eclipse quels sont les membres stratégiques d'Eclipse, vous verrez que c'est en gros les mêmes sociétés que celles qui étaient déjà au niveau du JCP. Donc pour être clair, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. C'est toujours les mêmes participants qui vont valider les futures releases. On y retrouvera qui? On y retrouvera Oracle, bien entendu. On y retrouvera... je ne sais plus où sont la liste des membres stratégiques. Bon, en cherchant un petit peu dans cette page, vous retrouverez donc tous les membres. Et donc, on y retrouve Oracle, on y retrouve IBM, on y retrouve Red Hat. Bon, sachant que Red Hat a été racheté par IBM, on y retrouve toutes les autres sociétés qui, jusqu'à présent, travaillaient autour de Java. Donc ça, c'est par rapport aux spécifications. Là aussi, il s'est passé un certain nombre de choses. Bon, du coup, maintenant qu'on a vu ça, si on veut jouer un petit peu avec Jakarta EE9, est-ce qu'on a à ce jour des implémentations qui nous permettent de tester cette nouvelle mouture? Alors la réponse est oui.
Première possibilité, vous pouvez utiliser Glassfish. Je vous en parlais tout à l'heure. Glassfish, c'est le CI aujourd'hui, c'est le serveur qui valide, on va dire, la spécification. Et ce serveur est livré en même temps que la spécification. Donc le jour où on a eu Jakarta EE9, on a eu Glassfish 6.0 qui a été promulgué. D'accord, donc vous pouvez le télécharger. J'ai fait pas mal de tests, hein, ça fonctionne bien et donc il supporte parfaitement toutes ces nouvelles API, en tout cas tout le nouveau système de packaging. Il y a d'autres logiciels qu'on peut être amené à utiliser à part Glassfish. Oui, là je reviens sur les versions de Glassfish. Glassfish 6, c'est bien Jakarta E9 en termes de compatibilité. Glassfish 5.1, il est compatible avec Java ou Jakarta EE8. Là je rappelle qu'on avait exactement le même périmètre. Bon, après, vous avez d'autres serveurs. Hein. Donc, vous avez Payara. Je ne sais pas si parmi vous, certains le connaissent. C'est un serveur d'application compatible Java EE, historiquement, et maintenant Jakarta EE. Et pour être clair, Payara, c'est un fork de Glassfish. En gros, à la base, c'est parti du même projet, c'est parti de Glassfish, mais à l'époque où Oracle commençait à relâcher un petit peu les choses, ils n'étaient pas certains de la pérennité du serveur, donc ils ont fait un fork et ils ont monté une équipe autour de ce serveur. Allez, pour la petite histoire, Glassfish, d'accord, bon, c'est le nom du serveur, mais techniquement parlant, voilà, c'est un poisson. Voilà, donc si vous cherchez Glassfish sur Internet, vous pourrez trouver le fameux poisson. C'est pareil pour Payara. On tourne autour du concept. On a décliné, il y a plein de petites choses qui ont décliné ce concept de poisson. Et donc ici, on a un serveur dont le logo est ce poisson assez impressionnant au niveau de ses dents à ce niveau-là. Et donc, si vous allez sur le Payara serveur, voilà, vous retrouverez à chaque fois les iconographies tournent autour des poissons. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Dans tous les cas, ce serveur, c'est un fork de Glassfish. Il y a une version qui est compatible avec l'ancienne version, Jakarta EE8, et vous avez déjà en test aujourd'hui une version compatible avec Jakarta EE9 qui fonctionne. Je l'ai testée, elle fonctionne relativement bien. Autre serveur intéressant aussi, alors je sais que certains d'entre vous l'utilisent, vous aviez donc le serveur JBoss, hein, donc il est toujours d'actualité, mais disons que JBoss, c'est un serveur soumis à licence commerciale. Si vous ne voulez pas trop avoir de licence commerciale, vous pouvez avoir sa version communautaire, et sa version communautaire, elle a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Wildfly. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de Wildfly, c'est rien du tout, c'est l'ancien JBoss, mais ça, c'est la vision communautaire, ça, c'est la vision commerciale qui est faite du serveur par Red Hat. D'accord. Bon, dans tous les cas, JBoss ou Wildfly sont compatibles avec les anciennes versions de Java EE et de Jakarta EE, mais ils sont maintenant compatibles aussi avec la nouvelle version de Jakarta EE. D'accord. Là, vous avez le lien pour pouvoir télécharger éventuellement le serveur Wildfly ou JBoss. Quand vous serez sur ce site web, alors attention, parce que là, je me suis trompé, je pense, sur le lien. Moi, j'ai perdu mon Jakarta. Il y a eu un petit plantage de Office. Donc je reviens là où j'étais. Ce que je veux, c'est récupérer ce lien. Voilà. Et donc, si jamais vous cherchez à télécharger ce serveur, il faudra faire attention aux clics. La version 22 de Wildfly, d'accord, si vous cliquez à ce niveau-là, vous êtes sur l'ancienne version, donc avec tout le système Java X. quelque chose. Si vous téléchargez ce zip-là, là, vous êtes sur la version Java EE9. Il estampe encore en version preview, mais disons qu'elle fonctionne malgré tout relativement bien à ce jour. Donc là, vous avez JBoss ou Wildfly qui sont compatibles Jakarta EE8 ou Jakarta EE9. Dans le même ordre d'idée, il y a plein d'autres serveurs d'applications qui finalisent leurs implémentations. Je peux parler de Open Liberty. C'est pareil, ce terme, des fois, il ne parle pas. C'est quoi Open Liberty? C'est rien, c'est juste la version communautaire de l'outil WebSphere, celui d'IBM.
D'accord, donc c'est la version communautaire. Souvent, hein, c'est les mêmes produits, mais c'est les licences après. Si vous voulez le support, si vous voulez des tickets, si vous voulez de la formation, bah, ils vous proposent des versions commerciales. Mais là, vous avez en gros le WebSphere version communautaire. Bon, bah, c'est pareil, tous ont entrepris la migration de leur serveur vers les nouvelles spécifications Jakarta EE9. Et donc, dans un futur plus ou moins proche, on devrait avoir toutes les autres implémentations qui devraient être compatibles avec Jakarta EE9. Alors attention, parce que là, dans les diapos que je viens de passer, je vous parlais des serveurs d'application. Les serveurs d'application, c'est les serveurs complets hein, qui fournissent toute l'infrastructure pour supporter toutes les spécifications de la plateforme. Néanmoins, des fois, on a des petits serveurs light. Il y a quelques noms, je suis sûr, qui vous parleront. Tomcat, ou bien Jetty, c'est son concurrent direct. Là, en vérité, ça, c'est pas un serveur d'application, ça, c'est juste un serveur HTTP. C'est une toute petite partie de la spécification. D'accord, Tomcat n'implémente pas toutes les spécifications qui sont là, il n'en implémente qu'un certain nombre, notamment les servlets, les JSP, l'Expression Language, les WebSockets et encore quelques petits points de détail. D'accord, bon, néanmoins, malgré tout, il faut savoir que Tomcat aussi a entrepris sa migration. Donc attention, je sais que pas mal d'entre vous utilisent directement des fois Tomcat sans forcément passer par un serveur d'application complet. Si jamais vous travaillez avec Tomcat, d'accord, si vous cliquez sur Tomcat 9, vous serez compatible avec la version Jakarta EE8 ou Java EE8. Si vous prenez la version Tomcat 10 qui pour le moment est en bêta, vous êtes passé sur les nouveaux systèmes et là ils insistent bien, attention, ne déployez pas vos anciens codes tels quels dans Tomcat 10. Si vous le faites, vous aurez des surprises. Il va falloir migrer vos projets vers les nouveaux systèmes de packaging. Bon, pareil pour Jetty, qui est le concurrent de Tomcat. Jetty, c'est un projet Eclipse. C'est le Tomcat, mais développé par Eclipse. Dans tous les cas, il est compatible avec les spécifications servlet, des JSP, de l'Expression Language et les quelques autres spécifications pour les pages web. Ici, je vous ai récupéré aussi un petit PDF, je le récupère, qui vous montre où en sont les différents éditeurs de serveurs d'application sur leur serveur et est-ce qu'ils sont déjà aujourd'hui compatibles, que ce soit en version finale ou en version de preview ou en version bêta, est-ce qu'ils sont compatibles déjà avec Jakarta EE9. Consultez ce document si vous voulez obtenir quelques informations complémentaires sur d'autres logiciels. Bon, du coup, à partir de là, maintenant qu'on sait qu'on a des serveurs, on peut éventuellement entreprendre de migrer nos projets. Qu'est-ce que ça va changer? Ce que ça va changer, c'est qu'on va devoir toucher à deux types de choses. On va devoir toucher au code, et il va falloir changer tous vos imports. Et il va falloir changer au descripteur de déploiement. Vous savez, les descripteurs de déploiement, c'est ces fichiers XML qu'on retrouve dans différents types d'archives Java, notamment le web.xml par exemple. Il y en aurait quelques autres que je pourrais citer. Tous ces éléments-là vont être impactés. D'accord? Donc, pour ce qui est du code, pour ce qui est de vos fichiers Java, déjà, je vous propose un petit outil ici qui peut être utilisé. J'espère que ça ne va pas me replanter ma présentation. J'ai peur que oui. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Je vais plutôt le prendre en faisant un copier-coller. J'ai dû faire une petite bêtise quand j'ai défini mes liens. Bon, dans tous les cas, si vous venez ici, vous avez un outil de migration qui est développé par la société Apache. C'est les équipes de Tomcat qui ont développé cet outil-là. C'est un outil que vous lancez sur un projet Maven de type Java EE. Il va analyser tous vos codes sources et il va migrer l'intégralité des imports vers le nouveau système de packaging. C'est clair, quand vous avez 1 million de lignes de code, je pense que ça peut être un sacré confort que d'utiliser un outil de ce type-là. Alors moi, je l'ai utilisé sur des petits projets raisonnables, tout s'est très bien passé. Reste à garantir que ça marche sur 1 million de lignes de code, mais en tout cas, j'ai eu aucun souci à noter, et donc il m'a migré mon projet Java EE vers un projet Jakarta EE9. Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser ce type d'outil-là. Notez que les IDE peuvent déjà vous aider. Pour ceux qui utilisent Eclipse, vous connaissez certainement ce raccourci clavier. Vous êtes dans un fichier de code, tous vos imports sont explosés parce qu'ils ne fonctionnent plus. Vous faites CTRL-SHIFT-O, ça réorganise les imports et ça se débrouille de vous retrouver les bons packages
à inclure au niveau de vos fichiers. Donc, on a des moyens, soit directement dans l'IDE, soit avec des outils de migration, de pouvoir nous assister à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On n'aura pas tout à changer les imports à la main. Ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà, là où c'est un petit peu plus délicat, et là où l'outil d'Apache aujourd'hui ne nous aide pas tant que ça, là, je n'ai pas été satisfait de ce point de vue-là, c'est les fameux descripteurs de déploiement. Ces fameux descripteurs de déploiement, d'accord, les schémas ont changé. C'est-à-dire qu'en gros, les outils de validation, les XSD, qui permettent de vérifier la cohérence de ces fichiers-là, il faut changer les systèmes les URI qui sont utilisés à ce niveau-là. Et donc, tout a basculé maintenant sur les URI jakarta.ee/ et en fonction de l'URL en question. Ici, je vous ai mis un lien qui est proposé par la Fondation Eclipse, qui vous montre tous les nouveaux namespaces XML. Ces choses-là, on appelle ça des namespaces. Ici, vous avez des XML NS, namespace. Voilà, vous avez les chemins vers toutes ces fichiers de validation. Vous avez sur ce document-là, pour tous les types de fichiers XML compatibles avec la spécification Jakarta EE9, que ce soit le fichier persistance.xml par exemple, que ce soit celui de définition des EJB ou d'autres fichiers, vous avez à ce niveau-là tous les nouveaux namespaces à utiliser. Voilà. À partir de là, les API, vous pouviez peut-être avoir des attentes à ce niveau-là. Je ne sais pas quelles étaient vos attentes au niveau de la spécification Jakarta EE. Vous êtes peut-être dit, il va y avoir des nouvelles API super sympas qu'on va pouvoir utiliser. Le problème, c'est qu'on est sur une version forcée, si je reprends les termes du responsable du projet. Et donc, aujourd'hui, se sont surtout focalisés sur le système de packaging. Et donc, il n'y a pas à ce jour de nouvelle API qui a été intégrée à Jakarta EE9. Donc, on reste vraiment sur les API standards. Ici, j'ai fait trois diagrammes sur lesquels j'ai un peu représenté les principales API. Je ne les ai pas toutes mises, mais j'ai essayé d'insister. Fatalement, il y a l'API des servlettes qui devient Jakarta Servlet, d'accord, en version 5. Alors, comme on a changé le système de packaging, il faut savoir qu'en termes de versionning, on a monté toutes les API d'un numéro de version majeur. D'accord, elles ont toutes évolué d'une version en majeur. Donc, les servlettes en 4.1 sont arrivées en version 5 aujourd'hui. Voilà, vous avez l'API des JSP, l'API des JSF. Là, on a un système en couche pour la mise en œuvre de vos pages web. On pouvait utiliser aussi la JSTL, qui devient aujourd'hui non plus la Java Standard Tag Library, mais la Jakarta Standard Tag Library. Vous retrouvez bien entendu tous les mécanismes d'authentification. Ça devient la brique Jakarta Authentication en version 2.0. Vous avez l'EL, l'Expression Language. Ça devient Jakarta Expression Language. D'accord. Pour JSF, on avait la brique des Managed Bean, ça devient Jakarta Managed Bean en version 2.0. Vous avez CDI, je ne sais pas si vous aviez l'habitude d'utiliser CDI, c'est le moteur d'injection de dépendance qu'on utilise au niveau de la plateforme Java EE pour faire vos injections de dépendance. Elle devient Jakarta Context and Dependencies Injection. On retrouve bien ici C, D et I, l'ancien nom historique. Ça devient Jakarta Context and Dependency Injection. Et on retrouve Jakarta WebSocket pour tout ce qui est manipulation des WebSockets. J'ai mis en jaune, vous avez vu avec une petite astérix, toutes les API qui sont officiellement supportées par Tomcat. D'accord. Quand vous installez un simple Tomcat, vous n'avez pas toute la plateforme, vous n'avez que ces spécifications-là qui sont supportées par Tomcat. Dans tous les cas, Tomcat 10 est compatible avec ces spécifications-là. Par contre, j'insiste bien, même si on a fait varier tous les numéros version en majeur, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Pareil pour tout ce qui est mise en œuvre de votre couche de logique métier avec les anciens EJB. D'accord, maintenant il faut parler de Jakarta Enterprise Bean en version 4.0. On y retrouve toujours les mêmes concepts. On y retrouve nos EJB de type entité qui s'appuient sur la couche Jakarta Persistance aujourd'hui. On y retrouve les EJB sessions, on y retrouve les MDB, les Message Driven Bean, avec Jakarta Messaging qui est l'ancien JMS, Java Message Service. Comment pourrais-je dire, de manière transverse par rapport à ces couches-là, on peut utiliser bien entendu CDI pour pouvoir faire de l'injection de dépendance à ces niveaux-là. On peut aussi utiliser les services transverses tels que Jakarta Transaction qui remplace l'ex-JTA, et on a aussi Jakarta Authorization pour les autorisations. Là, j'ai fait une petite
petit copier-coller un petit peu rapide. Je supprimerai pour la version finale du PPT qu'on vous remettra, je supprimerai l'ex-JTA que je viens de voir. Bon, dans tous les cas, ça c'est pour la couche de logique métier. Et puis pour la couche de web service, hein, on retrouve toutes les API classiques et traditionnelles. La couche de plus haut niveau, c'est Jakarta Enterprise Web Service. Elle passe en version 2.0. Vous avez ici la branche Web Service SOAP, ceux qui sont basés sur l'architecture XML SOAP, hein, les historiques, on va dire. Et puis vous avez ici toutes les briques logicielles qui permettent de faire des web services plutôt avec les solutions REST, et notamment le JSON en termes de transport d'informations. Bon, c'était des briques qu'on avait déjà sur les versions précédentes. Elles restent à l'identique, si ce n'est le système de packaging hein, qui, encore une fois, a changé. Bon, pour clore tout ça, juste quelques derniers mots. Le futur de Jakarta EE. Il faut savoir qu'il y a une version, je vous ai dit, qui est en approche rapide là. C'est la future version 9.1. C'est la finalisation de ce qui devait être livré normalement avec la version 9. Donc on devrait avoir le support avec Java SE 11. Et donc on pourra tirer profit de toutes les nouveautés que le langage a apportées depuis. Attention, quand on indique ici support avec le Java SE 11, c'est et suivant, parce qu'il n'y a plus de problème sur les suivants, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de suppression d'API supplémentaires. Donc dès qu'on sera compatible avec le Java SE 11, on pourra envisager après partir sur les versions plus modernes. Et puis vous avez surtout en ligne de mire une version Jakarta 10 dans lequel là, on a les nouvelles spécifications qui arrivent. D'accord? Donc en vérité, les vraies nouveautés arriveront après la finalisation de la migration par rapport à Java SE 11. Ces briques logicielles, c'est des nouvelles spécifications, des nouvelles API. Hein. On a une nouvelle façon de voir l'approche MVC pour la mise en œuvre de vos pages web. On a une API qui permet de se connecter à des sources de données NoSQL. Je ne sais pas, vous voulez travailler avec du MongoDB ou autre, on va avoir des solutions de haut niveau qui vont être intégrées à la plateforme. Ces projets sont déjà en cours. Hein. Si vous allez sur le site officiel de Jakarta, donc c'est Jakarta EE. D'accord? Vous retrouverez ici pas mal de choses, et notamment les spécifications. Là, vous avez toutes les spécifications de la plateforme. Il y a celles qui ont été livrées à ce jour avec Jakarta EE 9, mais vous retrouverez à ce niveau-là les futures librairies à venir, et donc Jakarta MVC notamment, et Jakarta NoSQL, et puis éventuellement les futures librairies à venir dans les prochaines versions. Voilà, pour de plus amples informations sur ces choses-là, qui elles sont nouvelles, vous pouvez cliquer dessus et aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Par contre, attention, aujourd'hui c'est under development, ça n'a jamais encore été déployé, ça vient avec la future version Jakarta EE 10. Voilà, donc ça c'est les travaux en cours. Dans un avenir extrêmement rapide, on devrait avoir le support donc, de Java SE qui devrait être accessible d'ici peu. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle version Jakarta EE? Est-ce qu'on doit migrer dès à présent? C'est un grand débat. Je pense que le point principal, vous allez certainement en débattre, poser les questions peut-être à ce sujet-là tout à l'heure, mais effectivement, il n'y a pas de nouvelle API, il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité, en tout cas du point de vue de l'Enterprise Edition. Donc, est-ce qu'on doit se casser la tête maintenant à migrer, ou est-ce qu'il serait préférable d'attendre la version 10 pour avoir de réelles nouveautés? En sachant que pour le moment, les seuls ajouts, les seules modifications, ce sera surtout le changement de packaging. C'est une bonne question. Moi, j'ai envie de dire, attention, tous les futurs serveurs vont petit à petit laisser tomber l'ancien système de packaging Java X point quelque chose. Donc je pense qu'il y a malgré tout intérêt à migrer rapidement, malgré tout, sur ces nouvelles façons de faire. Je rajouterai que plutôt que de vous prendre un gros projet avec beaucoup de migrations d'un coup, il vaut peut-être mieux y aller par petites touches successives. Si déjà vous avez assuré la migration des packages, ce sera plus simple éventuellement ensuite de pouvoir éventuellement faire les autres évolutions qui devront être réalisées sur vos projets. Donc moi, je préfère y aller par des petits chantiers, voilà, au moins c'est des périmètres plus restreints à couvrir. Je pense que ça peut être un point de vue. Et puis, le jour où vous aurez fait cette migration, comme il va y avoir des nouvelles API, des nouvelles spécifications qui vont venir, vous pourrez plus facilement prendre acte de ces nouvelles possibilités. Mais moi, j'ai envie de dire, à court terme, il y a quand même un atout majeur à migrer vers Jakarta EE.
malgré tout, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir vu. Il n'est pas au niveau de Java EE ou de Jakarta EE, il est au niveau du Java SE. D'accord. Comme je vous l'ai dit, même si le Java EE, on peut dire que depuis la version 8, il n'y a pas eu de nouveauté. Jakarta EE 8, c'était un périmètre identique. Jakarta EE 9, on casse un peu les packaging, mais on rajoute rien de nouveau. Donc, où est-ce qu'on a quelque chose à y gagner? Bah, c'est surtout autour de Java et du langage Java à proprement parler. Moi, ce qui me semble être ultra important et ce sur quoi j'ai envie de vraiment mettre le focus, c'est que depuis Java SE 8, le langage a énormément évolué. J'ai essayé de vous donner quelques nouveautés qui sont apparues tout à l'heure. Je vous ai parlé des modules très intéressants, je vous ai parlé de l'autotypage. Je suis devenu un fan inconditionnel. Il y a un nouveau switch qui est juste merveilleux, qui vous permet d'écrire vos codes de manière beaucoup plus propre, sur plein de petits aspects. Allez y jeter un petit coup d'œil. Il y a vraiment plein de choses qui ont été ajoutées au niveau du langage. Et tout ça, bah, c'est vraiment très pratique pour nous, pour le développement de nos applications. Donc, j'ai envie, moi, de pouvoir en tirer profit aujourd'hui sur mes projets Java EE. Le problème, c'est que pour le moment, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on doit rester compatible avec le Java SE 8.0. Et pour ma part, vraiment ce que j'attends avec une grosse impatience, c'est la prochaine version de Jakarta 9.1. Dès que celle-ci sera prononcée et dès que tout va fonctionner, normalement, on va pouvoir démarrer un Tomcat avec un Java SE 11 ou supérieur, et on pourra vraiment y gagner énormément sur nos codes. Il y a vraiment un avant et un après toutes ces nouveautés, hein. Il y a des choses qui sont assez intéressantes en termes de possibilités. Donc le fait de pouvoir avoir accès à ces nouvelles extensions du langage, moi, ça me semble vraiment important. Plus vite vous serez prêt à basculer sur les versions Jakarta EE 9 et suivantes, plus vite vous pourrez tirer profit de ces nouveautés au niveau du langage à proprement parler. Si on n'a pas de nouveautés au niveau de l'API Java EE, on a au moins des nouveautés sur le langage Java. Alors c'est vrai que là, on est encore à quelques jours de cette possibilité-là, parce que la 9.1 n'est pas encore livrée, mais d'ici peu, vous pourrez vous faire plaisir et utiliser toutes ces nouvelles possibilités du langage. Donc ça, pour moi, c'est un véritable atout à basculer rapidement sur Jakarta. Voilà. Et puis, bah, il faut savoir qu'en termes de formation, hein, vous le savez, hein, on est un centre de formation principalement, bah, on travaille depuis des années, hein, sur ces formations Java EE. Bon, bah, là, ce que j'ai pris comme orientation pour ma part, c'est de commencer à orienter toutes les formations assez fortement sur Jakarta. Et donc, à partir de maintenant, toute future formation sera dispensée à minima sur un Tomcat 10, voire sur un Glassfish, pour pouvoir plutôt être sur les nouvelles façons de faire et pouvoir tirer profit de toutes ces nouveautés. Donc en gros, moi j'avais identifié 4 formations qui vont être impactées assez rapidement. J'attends juste un dernier petit outil avant de migrer à ça. Le dernier petit piège que j'attends, donc c'est la version 9.1, ça vous l'avez compris. Et l'autre petit aspect aussi que j'attends avec impatience, je retape Glassfish. Donc là, on a bien le serveur d'application qui est opérationnel. De ce point de vue-là, ça c'est parfait. Par contre, l'outil qui est là d'intégration de Glassfish dans Eclipse, il n'est pas encore compatible avec Glassfish 6. Ça va arriver ces jours-ci. Ces jours-ci, oui. On est encore compatible avec l'ancienne version 5. Donc ça, dès que ce sera opérationnel, ben, on pourra plus facilement automatiser nos déploiements dans Glassfish à partir d'Eclipse. Et donc, on pourra se faire plaisir au niveau de ces formations. Donc, vous avez la formation programmation web sur toute la couche Servlet, JSP, JSF qui sera maintenant dispensée avec la plateforme Jakarta. On a toute la formation autour des web services qui va aussi être basée sur cette nouvelle architecture Jakarta 9.1. Et puis pareil, bah, pour le cours sur l'ex-JPA, d'accord, ça va être dur, je pense, de changer nos habitudes. Tout le monde a certainement l'habitude de parler encore d'Hibernate et de JPA. Alors Hibernate, lui, continue à exister, il n'y a pas de souci. Mais la spécification, c'est JPA. Bah, maintenant, il faudra dire Jakarta Persistence. Mais en tout cas, on va être compatible avec cette nouvelle spécification. Et pareil pour notre formation sur les EJB qui va devenir mise en œuvre de composants métiers avec Jakarta Enterprise Bean. Voilà, donc toutes nos nouvelles formations, toutes nos formations seront en tout cas dispensées par défaut plutôt sur la plateforme Jakarta EE. Voilà. Ben, voilà qui clôt ce que je voulais vous dire sur cette plateforme. À partir de là, j'ai un petit peu dépassé, j'ai un petit peu pris un quart d'heure, mais si vous avez des questions, ben maintenant, on vous écoute. On vous a proposé de poser vos questions sur
sur le chat, hein, que ce soit au niveau du navigateur ou que ce soit au niveau de l'outil Teams, selon comment vous travaillez, vous devriez dans tous les cas y retrouver cette icône-là. D'accord. Et en cliquant sur cette icône, bah, vous faites apparaître le chat à ce niveau-là. Et donc, si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Dominique. Donc, soit tu as été très clair, soit il n'y a pas encore de questions. Alors, on va laisser quelques minutes le temps de les taper, voilà. Ou alors tu nous as tous endormis, c'est possible aussi. Je ne sais pas si quelqu'un, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se synchroniser. Mais si quelqu'un veut nous dire ce qu'il pense de cette nouvelle version, vous en pensez quoi? Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas à mettre votre prénom dans le chat et puis comme ça, je vous donne la parole. Non, pas de questions? Alors. Ah, Julien. Alors, bon, ouais. Très bonne question. Question piège, Joker. Non, oui, je sais pas comment dire ça, je suis complètement d'accord avec le point de vue que tu as. Il semble avoir voulu saboter le projet. Pour moi, il a voulu saboter Java, moi je dirais, tout court. Je change de sujet, je vais pas plus loin sur ça, mais juste pour information, Google, si vous tapez dans un navigateur Google versus Oracle, bah, il faut savoir que Google est en procès actuellement avec Oracle. Ça fait quelques années, hein. Ça a valu une page Wikipédia, donc c'est suffisamment sérieux pour avoir généré cette page-là. Et en gros, le sujet, c'est aussi Java. Et donc aujourd'hui, Oracle, c'est vrai qu'en... Alors, il y a peut-être des raisons qui nous échappent, peut-être, mais aussi bien sur la plateforme Android, parce qu'en gros, là, clairement, la page qui est là, c'est derrière Android. C'est comme Google fait une utilisation commerciale de par le store qu'il propose, hein, le Play Store, comme il fait une utilisation commerciale de Java, bah, en gros, grosso modo, Oracle dit il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, mais c'est pas normal, et donc il y a des royalties qui devraient nous être reversées, en caricaturant. C'est une grosse caricature, c'est peut-être un petit peu extrémiste, mais ça revient à ça. Et donc du coup, aussi bien du point de vue de Android que du point de vue de Java EE, c'est vrai qu'on peut se poser des questions si Oracle a pas envie de dézinguer Java, quoi, de saboter, pour reprendre ton terme. J'ai envie de dire non malgré tout. Franchement, ils ont fait un effort phénoménal. La partie Java SE, moi je trouve que depuis septembre 2017, on y a vraiment gagné. D'accord. C'est-à-dire que le cycle là de dire on a une version tous les 6 mois avec vraiment un rythme de livraison avec des nouveautés qui sont préparées et ainsi de suite, du point de vue du Java SE, franchement, je trouve qu'on s'est amélioré. Donc, saboter Java, non. Par contre, Java EE, bah, ils l'ont pas saboté, mais ils l'ont un petit peu abandonné. Et après, bah, ils défendent la marque dont ils sont propriétaires. Je pense néanmoins que la fondation Eclipse est très sérieuse. Je vais quand même essayer de finir sur une touche positive. Et je pense qu'elle va maintenir ce projet, hein, un peu de la même manière qu'elle maintient aujourd'hui de nombreux autres projets, tels que la plateforme Eclipse, à proprement parler, mais aussi j'aurais envie de parler de Jetty, j'aurais envie de parler de Eclipse Link, qui sont tous des projets Eclipse qui ont une certaine notoriété, qui ont une grosse communauté d'utilisateurs. Et je ne pense pas qu'on ait à craindre pour l'avenir de Java EE, quoi, de Jakarta EE, excusez-moi, du lapsus. Mais non, à terme, je pense qu'il sera bien maintenu. Il y a vraiment toutes les entreprises derrière les membres stratégiques, hein, aujourd'hui du projet Jakarta EE. Hein, on retrouve encore une fois IBM et ainsi de suite. Pour être clair aussi, tant qu'on y est, celui qui a un petit peu récupéré la main du point de vue de l'Enterprise Edition, que ce soit Java ou Jakarta, mais celui qui a un peu récupéré la main en manière un petit peu cachée, c'est IBM. Qui est le fondateur de la fondation Eclipse? Ben, c'est IBM. D'accord. Donc en gros, IBM, c'est le lead derrière Eclipse. Donc en gros, IBM, avec notamment son serveur d'application WebSphere, bah, a un peu mis la main sur la spécification et en est aujourd'hui un des grands acteurs majeurs, je dirais. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que IBM vont laisser tomber Jakarta EE. Donc je suis optimiste sur l'avenir de Jakarta EE.
Je vois que j'ai une autre question de Nathan. Elle tombe bien, parce que quelque part, ça permet de continuer un petit peu sur la discussion qui vient d'être lancée. Il faut savoir que Java EE, sur papier, hein, il a un concurrent direct. C'est qui le concurrent direct de Java EE et de Jakarta EE aujourd'hui? C'est comme ça depuis des années. Hein. Bah, c'est Spring, la fameuse plateforme Spring avec Spring Framework. Donc, si vous regardez un petit peu les spécifications de Spring et les spécifications de Jakarta EE, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. C'est un copier-coller. On y retrouve des spécifications identiques. D'accord. Bah, vous avez d'un côté les JSF qui vous permettent de pouvoir mettre en place des applications web à base d'un MVC côté serveur. Bah, vous avez Spring MVC qui permet de faire la même chose au niveau de Spring. Vous avez par exemple JAX-RS, l'ancien nom. Hein. J'emploie encore les anciens noms parce que ça parlera certainement à plus de personnes, mais qui était la spécification Java EE pour tous les web services de type RESTful. Ben, on retrouve la même chose au niveau de Spring avec leur brique de gestion des web services de type REST. J'ai envie de parler aussi du moteur d'injection de dépendance. Spring, ce qui a fait sa notoriété, c'est son moteur d'injection de dépendance. C'est vraiment le point important. Bon, ben, l'équivalent Java EE, c'est CDI, qui marche très bien lui aussi. Hein, il fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ces deux plateformes sont concurrentes. D'accord. Donc est-ce que les petits couacs qu'on a au niveau de Java EE ne pourraient pas booster Spring? Ça se discute. D'accord. Et est-ce que Spring ne pourrait pas gagner encore plus en notoriété que ce qu'il l'a déjà? Ça peut se discuter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, rares sont les entreprises qui utilisent Spring en tant que solution totale de remplacement et de substitution à Java EE. La plupart du temps, tous les développements que je peux connaître sont des développements qui sont principalement à base de Java EE avec certaines briques Spring incorporées dedans. C'est-à-dire que pour certains sujets, bah, au lieu de prendre la brique officielle, on a pris une brique Spring. D'accord. Donc de ce point de vue-là, bah, Spring, oui, il va falloir aussi qu'on ait une version qui tienne compte du changement de spec, parce que bah, si je prends Spring MVC, bah, il s'appuie plein pot sur les servlettes. Derrière, hein, c'est le moteur des servlettes qui tourne, donc il va falloir prendre acte de son changement, et donc on va avoir des versions modernes de Spring orientées Jakarta EE9, clairement. Donc oui, on va avoir un impact à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que ça va booster Spring ou est-ce qu'au contraire on va rebooster Java EE? Là, je ne saurais dire. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais j'ai quand même envie de dire j'ai confiance en la fondation Eclipse. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions de Julien et de Nathan. Voilà. D'autres questions? Bon, bah en tout cas, bah voilà, bah j'espère qu'en tout cas que cette petite veille technologique, voilà, on va qualifier ce webinaire de veille technologique. J'espère en tout cas vous avoir convaincu de l'utilisation de Jakarta EE et en tout cas avoir éveillé en vous la curiosité d'aller le tester au moins sur un petit projet Tomcat, au moins pour voir ce que ça peut donner. J'ai une dernière question voilà, qui est hors périmètre, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. JavaFX. JavaFX, moi je suis fan inconditionnel aussi. Alors on est à des années-lumière de la plateforme Java EE. C'est une API graphique. Hein. C'est pour faire du client lourd, pour faire des interfaces graphiques type client lourd. Alors historiquement parlant, on avait Swing, que vous avez certainement manipulé ou en tout cas dont vous aviez entendu parler. Swing, c'est vraiment l'ancienne école, c'est les anciennes façons de faire, c'est-à-dire qu'on développait une interface graphique complètement basée sur de l'API, c'est-à-dire sur du code Java. Il fallait instancier un objet de type fenêtre, caractériser chacune de ses propriétés, invoquer éventuellement quelques méthodes, ensuite créer un objet bouton, ajouter le bouton à la fenêtre et ainsi de suite. Ça a marché pendant pas mal d'années, on peut faire des choses extrêmement intéressantes avec Swing, mais pour autant, on a maintenant des nouvelles façons de faire, d'accord. Quels que soient les technos que vous considérez, les technos d'interface graphique, hein, si je parle par exemple de C++, on pourrait parler de Qt, par exemple. Ben, Qt, aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on appelle du QML. D'accord. Avec Qt Quick, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ben, en gros, on essaye de dissocier d'un côté le code qui, lui, va simplement, en gros, gérer les gestionnaires d'événements, et de l'autre côté, la définition de l'interface qui est faite d'une manière déclarative.
D'accord? Microsoft, par exemple, a ses propres technologies à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de WPF, Windows Presentation Framework, Foundation, excusez-moi, mais c'est une brique logicielle qui marche à peu près de la même manière. On code les gestionnaires d'événements, alors ici en C#, mais par contre on décrit le contenu de l'interface graphique avec des déclaratifs, un descriptif déclaratif. C'est du XML ici, c'est ce qu'on appelle le XAML, mais c'est un formalisme XML. Et Java avait pris le même tournant, d'accord? WPF, Qt Quick, JavaFX, c'est des API d'interface graphique nouvelle génération où on a essayé de séparer la gestion des événements de la définition de l'interface. Et pour avoir testé, en plus de ça, ces trois technologies-là, je vous garantis que c'est la bonne approche. Franchement, ça permet d'avoir des codes plus maintenables, plus faciles à faire évoluer, plus simples à lire, ne serait-ce aussi en termes de lecture, c'est beaucoup plus facile. Et donc, je pense, on va dire, voilà, en Java, on aura de toute façon encore besoin de faire des interfaces graphiques de type client lourd. Ça, je pense qu'il y aura encore des gens qui travailleront en Java, on ne va pas remettre ça en cause. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont continuer à le faire en Swing classique, en sachant que Swing est intégré à Java SE, ou est-ce qu'ils vont utiliser JavaFX en installant le module complémentaire pour avoir la librairie? Moi, je préconiserais fortement, en tout cas, l'emploi de JavaFX. C'est quand même beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympathique que du Swing à l'ancienne. Donc de ce point de vue-là, je pense que oui, il a de l'avenir. Maintenant, on est d'accord, ça c'est pour ceux qui ont un besoin de définir des applications type client lourd. Voilà. C'est vrai que de plus en plus, on a quand même des clients légers, des clients web qui sont développés dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, mais néanmoins, il y a certaines situations où le client léger ne répond absolument pas aux besoins, et donc des clients lourds seront nécessaires. Et dans ces situations-là, JavaFX me semble être la meilleure technologie en Java. Donc oui, j'ai envie de dire, il a de l'avenir, et si vous faites du client lourd, si vous êtes toujours à faire du Swing, je vous incite fortement à jeter un coup d'œil au niveau de JavaFX. Voilà. Pierre, c'est toi qui avais posé la question. Je ne sais pas si tu avais déjà utilisé un petit peu JavaFX, mais est-ce que tu confirmerais que effectivement c'est quand même beaucoup mieux que du Swing pour avoir un autre point de vue? Si tu veux prendre la parole à Laura, là, vas-y, tu peux activer le micro. Bonjour. Bonjour, merci pour votre réponse. Oui, j'utilise JavaFX, je l'utilise souvent. Je ne connais pas bien Swing, je suis passé directement à JavaFX et je voulais voir, je voulais savoir si le projet va perdurer parce que comme je vois qu'il y a beaucoup de changements sur Java, je suis toujours un peu inquiet de Alors oui. de pas pouvoir continuer à développer Alors, sur le même t'inquiète pas à framework. ce niveau-là. Du moins, alors c'est toujours pareil. Je peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Bien malin celui qui le pourrait. Mais en tout cas, si je regarde sur JavaFX au niveau, pourquoi pas de Wikipédia, c'était juste JavaFX comme ça. Ce que je voulais juste vous faire voir, c'était la date de démarrage du projet. D'accord, c'est à peu près à ces mêmes époques qu'ont commencé Qt Quick, XAML, ils ont tous commencé à peu près en même temps. D'accord, donc c'est un projet qui a déjà aujourd'hui un certain recul. Certes, il a été intégré au Java SE en cours de route, mais il n'a pas eu besoin du Java SE pour faire ses preuves et pour commencer à avoir une communauté d'utilisateurs importante, d'accord, avant même d'être intégré au Java SE. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, il avait fait ses preuves avant même l'intégration dans le Java SE. L'intégration dans le Java SE, elle aura été de courte durée, intégrée au Java SE 8, sortie au Java SE 11, donc 1 an et demi après. 1 an et demi après l'annonce officielle d'Oracle. Mais c'est vrai qu'il sera resté dans le Java SE un certain temps, mais je ne pense pas que ça remette en cause l'intérêt que peuvent avoir les développeurs JavaFX sur la technologie. Et en tout cas, l'équipe de développement reste la même. D'accord. Il faut savoir que c'est malgré tout des personnes dans le projet. S'ils ont sorti JavaFX, c'est surtout pour une histoire de gestion de projet. C'est-à-dire que de synchroniser des gros projets comme JavaFX sur des rythmes, sur des itérations identiques à celles du Java SE, c'est ça qui leur a posé problème. Pour cette librairie-là, j'entends. Les autres, ils les ont abandonnés. Les autres, ils les ont transférés à Eclipse. Donc celle-là, on n'en parle pas. Mais pour le cas spécifique de JavaFX, ils continuent à le développer.
D'accord. Par contre, ils avaient du mal à se synchroniser sur les itérations et sur les livraisons. Donc, ils ont préféré le remettre en brique autonome. Je ne pense pas qu'il y ait d'impact négatif sur JavaFX, et JavaFX reste un projet officiel Oracle. D'accord, bon, ben, Voilà. parfait. Donc, Merci beaucoup normalement, pour il n'y a pas de votre souci. réponse. Et tu as le projet OpenJFX ici pour la communauté. Ça, c'est le projet communautaire. Par contre, tu vois, on est quand même basé sur une version Java SE15. Tu vois, il se débrouille quand même d'être compatible avec les dernières. Mais voilà, chacun a son propre rythme de livraison. D'accord, merci. Bon, d'autres questions? Ah, WT, ça c'est autre chose. Non, la WT, c'est mort. Il faut arrêter. Bon, peut-être du coup, ça va être l'heure de clôturer, Dominique. Oui, ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ben en tout cas, moi je vous remercie de votre attention. Et puis j'espère voilà, ben, que ça vous aura été utile, cette petite séquence de veille technologique. Voilà. De toute façon, les slides et la vidéo seront disponibles. Oui, vous aurez donc la vidéo, on vous enverra le lien. On va juste retravailler un peu pour que tout soit nickel. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez me les poser, mais je renverrai vers Dominique, hein, chacun son métier. Moi, à part l'aspect bucolique et géographique de Jakarta, Jersey, je n'ai pas tout suivi. Si vous avez des questions, par contre, au niveau des formations et autres, ben là, vous pouvez nous contacter, donc les conseillers sur chacun de nos sites. Et un grand merci pour votre participation, en espérant voilà, vous avoir donné envie d'aller un peu plus loin vers Jakarta. Voilà. Voilà Et ce que une très Christelle bonne aura, soirée. voilà ce que Christelle aura retenu de Jakarta. Et Je sais pas, Jersey, je sais pas comment je dois le prendre. Bon, c'est les îles. Je pense que toi, c'est les îles qui t'ont pu s'intéresser. Voilà. Bon, ben merci de votre attention. très bonne soirée à tous et au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Et au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.